Il est 4 heures du matin en pleine campagne espagnole. Il nous reste quelques heures avant le lever du jour. Avec Pépé, Victor et les autres, nous traquons un objet exceptionnel dans le ciel. Dans cette zone, normalement, il n'y a qu'une seule comète. Elle devrait être là. Donc elle doit être dans la direction d'Hercule à peu près, couronne boréale. Oui, elle est au milieu, entre l'amas d'Hercule et la couronne boréale. Cet astre, j'ai très envie moi aussi de l'accrocher à mon tableau de chasse de photographe du ciel. Ça va marcher. Ah, voilà, ça y est, je l'ai là. Ah oui? Oui, on voit le noyau. Et puis la queue. On devine la queue. Ok. Waouh. Impressionnant. La comète Lovejoy. On peut distinguer la couleur bleu-vert de la chevelure et la queue qui tire plus vers le jaune, tu vois? Visible seulement quelques semaines dans les télescopes, Lovejoy fait la joie des astronomes amateurs. Mais le grand rendez-vous astronomique de l'année, c'était une autre comète, Ison. Annoncée imprudemment comme la comète du siècle, elle devait illuminer le ciel, comme l'ont fait il y a 20 ans Albopp ou Hyakutake. 3 ou 4 fois par siècle, ces astres sont visibles à l'œil nu et s'étendent sur la moitié du ciel. Loin de l'éclair fugace des étoiles filantes, les comètes sont des blocs de glace qui s'évaporent lorsqu'elles s'approchent du Soleil. Mais il est impossible de prévoir quel spectacle leur passage nous offrira. Pour cette raison, elles génèrent autant d'excitation que de déception. Est-ce que vous avez fait des paris avant que Ison arrive près du Soleil? Est-ce qu'elle va survivre? Est-ce qu'elle va continuer? En fait, les paris, c'est un peu notre seul moyen de deviner le sort d'une comète. Parce que la physique ou l'astronomie n'arrivent pas à déterminer avec certitude ses chances de survie. Le jour de son passage au plus près du Soleil, qu'on appelle le périhélie, tous les astronomes, professionnels comme amateurs, étaient connectés aux satellites de la NASA qui suivaient heure par heure ces derniers instants. Là, la comète s'approche du Soleil, elle est de plus en plus brillante, on voit les deux queues juste derrière elle, et hop, elle ressort. Donc à ce moment-là, tout le monde croit qu'elle va survivre, même certains astronomes professionnels, et d'un seul coup, la déception, elle commence à s'évanouir et à se diluer dans l'espace, et là, on ne voit plus rien. Là, on était vraiment très déçus. En astronomie, le ciel semble limpide et ordonné. Le mouvement des astres est très régulier. On finit par le connaître par cœur. Mais les comètes arrivent sans crier gare et bousculent toutes nos habitudes. Toutes les comètes sont différentes, les chevelures, les queues, les couleurs. Chaque année, les astronomes amateurs scrutent le cosmos dans l'espoir de découvrir la plus belle comète qu'on ait jamais vue. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, ces astres chevelus terrorisaient l'humanité. Dès leur première représentation en Chine, il y a 2500 ans, elles étaient annonciatrices de catastrophes. D'ailleurs, la mort de Jules César ne fut-elle pas associée au passage d'une comète? Même la tapisserie de Bayeux en 1066 associe la fameuse comète de Halley à la conquête normande de l'Angleterre. Mais au XVIIIe siècle, la plus célèbre des comètes prend le nom de celui qui fit primer la science sur la superstition. Sir Edmund Halley prédit le retour de cet objet tous les 76 ans. Il ouvre ainsi la voie à l'étude astronomique de ces astres fantasques. Si je suis venu en Espagne, c'est pour me rendre au sommet du Pico Veleta, dans la Sierra Nevada. En plein cœur d'une station de ski, 2 télescopes ont suivi Ison pendant des semaines. Exceptionnellement découverte 1 an avant son périhélie, Ison était une occasion inespérée de mieux comprendre la création de notre système solaire. Pablo est l'astronome qui va me guider à travers la montagne et la découverte de ces objets célestes. En fait, l'observatoire est dans la station de ski. Skieurs et scientifiques se partagent l'espace, pour ainsi dire. Mais c'est un endroit vraiment à part en Espagne, parce que nos instruments sont installés en haute altitude. Alors on a de nombreux astronomes qui viennent ici pour étudier les comètes. Sur une crête, à 3000 mètres d'altitude, le télescope optique et le radiotélescope partagent le même ciel parfaitement pur. Les images de Lovejoy données par mon appareil photo révélaient déjà de jolis détails. Mais j'imagine qu'avec le miroir du télescope optique, les comètes vont me dévoiler tous leurs secrets.
y a un vent terrible. T'es sûr qu'on va pouvoir observer? Oui, c'est souvent comme ça dans la Sierra Nevada. Mais ça devrait aller, je pense qu'on pourra observer cette nuit. Pablo, on est là pour observer des comètes. Alors qu'est-ce que c'est une comète? Alors, à la base, une comète, c'est ça. Là, tu as un noyau de comète. C'est constitué de glace, de la glace d'eau pour la plupart, mélangée à d'autres glaces, comme celle de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. Mais pour faire simple, c'est ça une comète. Ah non mais attends, il nous faut un autre ingrédient. Attends. Il nous faut de la poussière. Ah, ça fait une jolie comète. De la matière organique comme ça. Voilà, nous avons notre noyau de comète. D'accord. Tu vois, une pincée de glace, une pincée de poussière, on mélange le tout. Certains astronomes appellent ça une boule de neige sale. Mais ça fait quelle dimension? Alors en moyenne plusieurs kilomètres de diamètre. Les plus gros noyaux qu'on ait répertoriés atteignaient environ les 40 kilomètres de diamètre. Les comètes qui illuminent le ciel de la Terre viennent en réalité de très loin. Elles se sont formées dans les régions les plus froides du système solaire, au-delà de la dernière planète, Neptune. C'est là, dans la ceinture de Kuiper, un disque de matière très ténue, que se situent des millions de comètes. Mais en mesurant l'orbite elliptique très allongée d'Eisen, on a réalisé que celle-ci venait de beaucoup plus loin encore, d'une région appelée le nuage de Oort, située à près de 10 000 milliards de kilomètres, 40 000 fois la distance Terre-Soleil. Parce qu'il est trop éloigné pour être observable, on imagine ce réservoir de comètes comme une immense coquille sphérique composée de blocs de glace et de roches. Parfois, perturbés par les étoiles voisines du Soleil, certains corps de ces deux régions sont propulsés au cœur de notre système solaire. Les comètes entament alors une seconde vie sur une orbite proche de notre étoile qui agit comme un aimant. À chaque passage, elles se brûlent les ailes et deviennent visibles. Mais comme Eisen l'a montré, l'éclat peut être de courte durée. Pour bien voir une comète, il faut qu'elle passe très près du Soleil. Alors, elle va commencer à se désagréger et la glace va se transformer en gaz. Et ce dégazage va créer une sorte d'atmosphère autour du noyau. Et c'est ça que l'on appelle la chevelure. Donc en fait, là, on est vraiment comme si on était dans l'espace. Notre comète va vers le Soleil, elle va commencer à chauffer, et il y a le vent solaire qui donc expulse le gaz, tout ce gaz derrière lui, c'est ça, et qui dessine une immense queue derrière la comète. C'est ça. Une queue de comète peut mesurer plusieurs millions de kilomètres de long. On connaît 2000 comètes périodiques, comme celle de Halley. Elles sont suffisamment solides pour résister au Soleil à chacun de leurs passages. Ces astres tournent dans le système solaire en quelques années ou quelques décennies. Mais Eisen et Lovejoy, elles, passaient pour la première fois près de notre étoile. Pablo va me présenter Fernando, qui étudie ces nouvelles comètes. Alors voilà notre télescope d'1,50 m de diamètre. Un bel instrument d'astronomie. Hein. Fernando? Salut, je suis là. On peut monter? Oui, oui. Ah, puis, couleur bleu nuit en plus. Non, là, le foyer, faut faire attention, voilà. Comment ça va, Fernando? Ça va? Serge, je te présente Fernando Moreno. Vous vous préparez pour observer cette nuit? Oui, alors en fait, on ne peut observer que les émissions de gaz de la comète, autrement dit ce qu'on appelle sa chevelure. Le noyau en lui-même n'est pas observable parce qu'il est masqué derrière ce nuage de particules de gaz assez dense qui l'enveloppe complètement. Quand une comète est près du Soleil, on observe surtout sa chevelure et sa queue. Allez, je vais terminer les préparatifs pour la séance d'observation, ouvrir la coupole et positionner le télescope. D'accord. Fernando peut commencer son travail. La station de ski a fermé ses pistes et les télescopes débutent leur silencieux tête-à-tête avec les étoiles. Cette nuit, Fernando vise la comète Lovejoy. Et sur l'écran de la salle de contrôle apparaît un premier cliché.
Voici une image de la comète sur laquelle le télescope est actuellement pointé. Pour te donner une idée, le noyau n'occupe qu'un minuscule pixel sur cette image à l'écran. Ça signifie que la taille de la comète est très grande? Oui, la queue d'une comète peut être très longue, aussi longue que la distance qui sépare la Terre du Soleil. Elle peut aisément dépasser les 150 millions de kilomètres. C'est vraiment incroyable, parce que si tu gardes en tête que ce noyau fait à peine 5 km, il génère une queue vraiment immense par rapport à sa petite taille qui tient dans cette chevelure. Si Lovejoy ne montre qu'une longue traînée, sa queue est en réalité double. Le gaz qui s'échappe forme une trace bleue et entraîne avec lui de la poussière qui constitue une seconde queue de couleur blanche. Donc là, on peut vraiment comprendre comment une comète se désagrège. C'est un mélange de glace et de poussière et on a presque la preuve en image. D'un côté le gaz, de l'autre côté la poussière. Et la différence de direction, j'imagine que le Soleil est toujours par ici. Oui, c'est ça. En fait, le Soleil se situe dans la direction opposée à celle que prend la queue de plasma, car les molécules suivent le sens dans lequel souffle le vent solaire. Ces traînées diffuses semblent s'échapper du noyau, lancées à une vitesse folle à travers l'espace. En réalité, elles sont repoussées par le souffle puissant du vent solaire. Les queues des comètes sont toujours à l'opposé du Soleil. Allez, viens. Maintenant, on va aller voir le radiotélescope de l'autre côté de la crête. Oui, là-bas, on effectue des observations complémentaires très différentes de celles du télescope optique. Ça nous permet d'obtenir un maximum de données sur les comètes. Finalement, ces comètes ne sont pas très différentes du paysage que nous traversons. Comme Pablo me l'a si clairement démontré, cette terre et cette neige sont aussi les éléments constitutifs de ces astres. Alors, existe-t-il un lien privilégié entre notre planète et les comètes? Impressionnant ce télescope. Oh, il est immense. Pour tenter de répondre à cette question, nous allons observer au radiotélescope qui permet d'étudier la composition chimique de ces objets célestes. Salut Nicolas. Bonjour Pablo. Tu vas bien? Serge, je te présente Nicolas. Bonjour Serge. Tu vas bien? Très bien. Ensemble, on a passé de longues heures ici à observer la comète Eisen. Avec cet engin? Oui, ça c'est le radiotélescope de 30 mètres de l'IRAM. Donc là Serge, on va devoir intervenir sur le miroir secondaire du télescope. Donc on va devoir s'équiper. Pourquoi on grimpe là-haut? Ce qui se passe souvent en hiver, c'est qu'il y a de la glace qui va se mettre entre le miroir secondaire et puis son support. Il faut monter pour casser cette glace qui nous gêne, quoi. Bon, d'accord. Et alors c'est quoi au fond la spécificité d'un radiotélescope comme celui-ci par rapport à un télescope optique pour observer les comètes? La comète, quand elle se réchauffe parce qu'elle se rapproche du Soleil, la glace passe à l'état de vapeur directement, donc en grande partie la glace d'eau, et elle va entraîner tout un tas d'autres composés. Et c'est ça qu'on va, disons, observer avec ces instruments-là. D'accord. Ah, on est vraiment très très haut, effectivement. Apparemment, il n'y a pas de glace sur le miroir? Non, là sur le miroir, il n'y en a pas, mais on va regarder derrière, c'est surtout au niveau des mécanismes, donc là, ça a l'air à peu près clair, donc ça devrait marcher. Les comètes, on est d'accord, c'est la même glace qu'on a tout autour de nous sur la montagne, hein? C'est en grande partie de la glace d'eau. Et dans l'eau des comètes, ce traceur qui nous permet de dire s'il y a un point commun avec la Terre ou pas, on l'a observé dans plusieurs comètes. Dans certaines comètes, on a vu que c'était différent. Donc il y a quelques années encore, on disait l'eau de la Terre ne vient pas des comètes parce que ce n'est pas exactement la même eau. Donc les comètes comme Halley ou Hale-Bopp, des grandes comètes, on a vu que ce n'était pas exactement la même eau. Par contre, récemment, avec l'observatoire Herschel, on a observé l'eau, cette signature particulière dans l'eau de comètes comme la comète Hartley 2, et là on a trouvé exactement la même propriété que sur Terre. D'accord, ce qui signifie? Ce qui signifie que des comètes, au moins une catégorie de comètes, parce que celle-ci ne vient pas forcément du même endroit que la comète de Halley par exemple, ont pu apporter de l'eau sur Terre. Ce n'est pas du tout exclu. À sa naissance, il y a 4 milliards et 500 millions d'années, la Terre ne pouvait pas conserver d'eau liquide à sa surface car le jeune Soleil était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Une partie de cette eau a dû être apportée de l'extérieur. 800 millions d'années après, la Terre commence à refroidir, mais le système solaire, lui, est toujours instable. Les derniers débris de sa formation, astéroïdes et comètes, s'abattent en pluie sur les planètes. La Terre n'a pas été épargnée par ce que l'on appelle le grand bombardement tardif. En s'écrasant,
Ces corps glacés ont pu apporter leur eau sur notre planète. Donc en fait, nous, ce qu'on va regarder, c'est la région centrale, là, tout près du noyau. D'accord. Et quand on inspecte cette région-là avec le radiotélescope, voilà le genre de résultat qu'on obtient, quoi. Un spectre qui nous montre l'émission des différentes molécules, quoi. Les comètes, elles ont un statut particulier dans l'histoire de l'humanité. On les observe depuis l'origine de l'homme. Qu'est-ce qu'elles nous racontent de l'origine du système solaire ou de notre origine à nous? Bah oui, on a maintenant une preuve que les comètes ont pu contribuer de manière significative éventuellement à l'apport de l'eau sur Terre dans les océans terrestres. Et puis le petit plus qu'elles ont apporté, c'est ces molécules organiques qui ont pu contribuer à l'apparition de formes plus complexes de molécules, voire éventuellement de la vie sur Terre ou sur d'autres planètes. Et évidemment, il faudra aller voir un peu plus près pour en comprendre un peu mieux de ce qu'est la composition des comètes. D'accord, donc tu rêves d'aller sur cette boule de neige sale, aller rechercher un peu de poussière et de glace. Poussière, de glace et des molécules plus complexes qu'on n'arrive pas encore à observer à distance depuis la Terre. Les télescopes terrestres montrent leurs limites. Le rêve, pour un astronome, ce serait de s'approcher au plus près de ces astres, ou même de s'y poser pour les explorer. À tous, le DDO, attention pour le décompte final. 5, 4, 3, 2, unité. Top, allumage EAP, décollage. En 2004, une fusée d'école de Kourou avec à son bord une sonde d'un genre nouveau. Rosetta a pour mission d'atteindre le noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko, une première dans l'histoire de l'exploration du système solaire. En l'analysant, on espère décrypter les mystères de la formation du système solaire. Car il y a 4 milliards et 500 millions d'années, quand le Soleil se forme d'un nuage de poussière et de gaz, il repousse les éléments les plus légers dans les zones lointaines où la température descend à moins 250 degrés. Tous ces gaz, concentrés dans les régions froides, se condensent sous forme de molécules plus ou moins complexes. Ces ingrédients de base ont été conservés intacts, figés dans les blocs de glace des noyaux de comètes. Ce sont de véritables fossiles du système solaire. J'arrive au centre de pilotage de l'Agence spatiale européenne à Darmstadt, en Allemagne. Sylvain, ça va? Bonjour Serge. Bonjour. C'est de cette salle de contrôle qu'est pilotée la plus ambitieuse des missions spatiales actuelles. Aucune agence spatiale n'a jamais fait une mission pareille. Il n'y a que, effectivement, l'Agence spatiale européenne en 1986, les Américains et les Japonais qui avaient croisé des comètes très très vite, mais s'approcher d'une comète, ça c'est une première. Exactement. Donc, on a fait des survols de comètes, mais on n'a encore jamais approché une comète en y restant après. Donc on va pouvoir observer la comète de beaucoup plus près et pendant beaucoup plus longtemps. On va essayer de rester avec la comète entre 1 an et demi et 2 ans et on va pouvoir suivre son évolution alors qu'elle va s'approcher vers le Soleil et devenir de plus en plus active. Je ne comprends pas pourquoi il faut 10 ans pour aller visiter une comète qui finalement n'est pas très loin de la Terre et du Soleil. Alors, dans le voyage spatial, ce qui est très, plus ou moins facile à faire, c'est de survoler un corps dans le système solaire. Rester en orbite avec ce corps pendant longtemps, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et l'autre problématique, c'est qu'on ne peut pas emmener assez de carburant à bord pour pouvoir faire la trajectoire directement. On est obligé d'utiliser des assistances gravitationnelles. Ouais. Donc on va survoler un certain nombre de planètes pour pouvoir changer la trajectoire en direction mais aussi en vitesse pour enfin arriver à atteindre l'orbite de la comète. Rosetta doit réussir l'exploit d'atteindre une cible de 5 km à une distance de 700 millions de kilomètres. Partie en 2004, la sonde tourne dans le système solaire comme une fronde, survolant d'abord plusieurs fois la Terre, puis Mars. Les ingénieurs utilisent la force de gravité des planètes pour obtenir la vitesse et la trajectoire nécessaires pour rejoindre la comète. Elle vole à 135 000 km/h à la poursuite d'un astre pour l'essentiel inconnu. Et des inconnus, il y en a tant dans cette aventure qu'il faut s'attendre à quelques surprises. Un voyage de 10 ans suppose des avaries et des réparations que l'équipe européenne tente d'anticiper. Oh. Voilà Rosetta.
En fait, c'est le jumeau de Rosetta qui est resté au sol. D'accord. Et qui nous permet aujourd'hui de faire énormément d'essais, de valider nos plans de vol. C'est vraiment une mission complètement nouvelle dans l'histoire de la conquête spatiale. J'ai l'impression qu'elle accumule les premières, non? Oui, bon, on va essayer de rester avec cette comète le plus longtemps possible dans un milieu hostile qui va être changé en permanence. Donc ça, c'est quelque chose qui va être difficile, hein, de naviguer la sonde en permanence autour de la comète. On est sous pression du point de vue du temps, parce qu'on veut arriver à la comète avant qu'elle ne devienne trop active. Et on est dans un environnement complètement inconnu. Il va falloir un peu naviguer au jour le jour et y aller progressivement. La masse de la comète, donc sa force d'attraction, est trop faible pour permettre à la sonde d'être mise en orbite, comme le sont les satellites autour de la Terre. Alors, pour suivre la comète et conserver une altitude constante, Rosetta est pilotée en temps réel en tenant compte des déviations dues au gaz éjecté par le noyau. Mais la véritable mission de Rosetta, c'est de s'approcher au plus près de la comète et pour la première fois, poser un robot à sa surface, Philae. À Brême, les ingénieurs testent en grandeur nature les différents scénarios d'atterrissage du robot. Bonjour messieurs. Ça va? Alors, Bonjour Serge. C'est Philae? Oui, voilà Philae. Nous faisons encore quelques tests avec cette installation pour prévoir un peu mieux l'atterrissage sur la véritable comète. Tu veux voir de plus près? D'accord. J'ai du mal à comprendre comment avec un petit module comme ça, vous pouvez vous approcher d'une comète et vous poser dessus. Qu'est-ce qui va se passer si vous entrez dans un nuage de gaz? En fait, nous atterrissons à une distance du Soleil qui est encore relativement élevée, à 3 unités astronomiques, c'est-à-dire 3 fois la distance Terre-Soleil. À cette distance, la chevelure, c'est-à-dire le dégazage, est encore relativement faible. C'est un compromis entre les températures froides que va subir l'atterrisseur quand on est aussi loin du Soleil et une activité de la comète plus faible qui nous permet d'atterrir dans de bonnes conditions. Ouf, c'est incroyablement léger. Là, on est dans l'environnement de la comète. Et Philae qui pèse 100 kg, je peux le bouger, mais un souffle le ferait bouger. C'est ça, quand on s'approche de la comète, le poids de l'atterrisseur est d'environ 1 gramme. Mais évidemment, le support doit résister à un atterrissage d'environ 1 mètre par seconde. La sonde, elle va peser à peu près 1 gramme, donc j'imagine qu'au moment où elle touche le sol, elle va repartir dans l'espace. Je ne comprends pas comment vous arrivez à la poser en fait. C'est un des très grands défis de cette mission Rosetta, car pour l'instant, nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemble la surface de la comète. Et pour prévenir cela, nous avons imaginé quelques mécanismes. Nous avons par exemple ce tube central, comme tu vas le voir, qui se rétracte dans le module pour dissiper l'énergie de l'impact. Nous avons aussi ce mécanisme de vis dans les pieds qui vont se fixer dans le sol pour empêcher que le module ne rebondisse au moment de l'atterrissage. Peut-être que l'on peut lancer la séquence d'atterrissage ? D'accord. Ça va, c'est pas cassé? Non? Rien n'est cassé. C'est un bon atterrissage. L'atterrisseur Philae est un petit laboratoire autonome. Les 10 instruments qu'il embarque vont photographier le paysage de la comète, forer sa surface et analyser ses gaz. Elle révélera peut-être de nouvelles molécules. Des pièces manquantes qui permettraient de reconstituer le grand puzzle de la formation du système solaire et de comprendre ce que les comètes ont réellement apporté sur Terre, voici près de 4 milliards d'années. Est-ce que ça veut dire que vous allez découvrir tous les secrets de l'origine du système solaire? Non, tous les secrets, certainement pas. Chaque mission répond à des questions et en soulève d'autres. Mais pour une fois que nous avons une comète à notre portée pour l'analyser, nous voulons vraiment mesurer les composants clés sur ce corps, dont nous croyons qu'il ne s'est presque pas modifié depuis l'apparition du système solaire. D'autre part, ce serait vraiment très excitant si nous trouvions des composés organiques qui seraient pertinents pour expliquer l'apparition de la vie. Nous sommes très impatients d'obtenir ces mesures. Rosetta et Philae vont suivre le chemin de la comète jusqu'à proximité du Soleil. Elles devront résister aux bouleversements de la surface de l'astre, chauffé par notre étoile, aux geysers de glace, aux jets de gaz que la comète expulsera. Car c'est dans ces nuées de poussière minérale, dans ces cristaux glacés, flottant et dansant dans l'espace,
que ces ambassadrices de l'humanité sauront déchiffrer, peut-être, l'énigme de nos origines.